Hey, donc, merci beaucoup. On est toutes très heureuses, un peu surprises, mais surtout très heureuses d'avoir une salle qui est tellement pleine l'avant-dernière session de la journée. Mais je pense que ça montre l'intérêt pour la crise et aussi pour ce sujet spécifique. Je m'appelle Alexa Martin-Story, je suis une professeure dans le département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et aussi un membre du GRISE. Et notre symposium aujourd'hui va parler à propos de le stigma, la victimisation associée avec le genre et la sexualité et comment on peut adresser ces enjeux pour mener un épanouissement auprès des jeunes issus des différentes populations. Donc, la première présentation aujourd'hui serait faite par ma collègue Julie-Christine, qui va présenter à propos de la diversité de genre. Je vais ensuite parler à propos de la diversité sexuelle. Et puis, en terminant, notre collègue Stéphanie Bouquetin, qui nous rejoint de UQAM, va prendre un peu un détour et parler un peu à propos d'un phénomène qu'on commence de mieux en mieux comprendre dans la grise et au sein de notre groupe de recherche, qui est le phénomène de la slut-shaming. Donc, je pense qu'il y aurait des pistes assez claires qui vont rejoindre ces trois différents thèmes. Et je suis très heureuse que vous êtes ici pour en discuter avec nous. Donc, sans d'autres délais, Julie-Christine, on est prête? Oui, je suis prête. Bonjour. C'est-tu bon, ça? Merci de me sortir de mon congé de maternité. Je peux parler avec des adultes. Ça va faire du bien. C'est vraiment apprécié. Je suis vraiment heureuse d'être là, sérieusement, pour parler des jeunes trans non-binaires, de leur façon d'être résilientes, dans une perspective écosystémique. Et pour ça, j'ai trois objectifs. Premièrement, on ne peut pas passer aux côtés de la définition de concept. Puis encore là, c'est tellement évolutif. Je vais faire de mon mieux, mais sachez que ça peut quand même être différent d'une définition d'un groupe, d'un sous-groupe à l'autre. Et ensuite, on va explorer le stress minoritaire, facteur de résilience, et je vais finir avec des recommandations. Je vais essayer d'être le plus concrète possible. Le but, c'est vraiment de vous outiller. Donc, concept clé. Je me suis gâtée avec les images. Donc, au niveau du sexe, on réfère principalement à l'anatomie du bébé, de la personne, les organes reproducteurs. Et au genre, il y a différentes écoles de pensée, il y a différentes définitions possibles, mais une qui est émergente actuellement, c'est par rapport aux construits socioculturels qui entourent les rôles, comportements, ce qu'on attend des hommes versus des femmes. Donc, il y a quelque chose de très sociétal là-dedans. Et finalement, l'identité de genre, c'est un sentiment très intime qu'on a de se sentir femme, homme, autre, un peu des deux. Personne trans, finalement, c'est quelqu'un que l'identité de genre ne va pas correspondre au sexe qui a été assigné à sa naissance. Non-binaire, l'identité de genre n'est pas exclusivement féminine ou masculine. Et la dysphorie de genre, c'est important qu'on en parle parce que c'est à la fois un diagnostic médical, mais c'est aussi un vécu, tout simplement. Quelqu'un peut vivre la dysphorie de genre sans nécessairement répondre aux critères diagnostiques du DSM-5. Et quelqu'un, surtout, peut être trans, même s'il n'y a pas le diagnostic de dysphorie de genre et même s'il ne ressent pas nécessairement de la dysphorie de genre. Donc, c'est des nuances qui sont quand même importantes, mais grosso modo, c'est un malaise qui est ressenti par rapport à son expression de genre dans le contexte surtout culturel, socio-culturel. Transition, je vous invite à le voir idéalement avec un S au pluriel ou encore mieux comme parcours de transition. C'est vraiment le processus qu'une personne va faire pour explorer son identité de genre d'abord, mais aussi pour l'exprimer si c'est ce qu'elle désire. Et les gens, il y a plein d'options pour exprimer leur genre. Ça peut être sur un niveau plus social, par exemple, au niveau des vêtements. Ça peut être sur un plan plus légal quand on modifie certains documents ou encore médical. On peut faire 1, les 3, 2, on peut faire 3, puis finalement, on ne fait plus 3. Donc, il y a plein d'options possibles. Et quelqu'un peut être trans et ne pas faire aucune de ces démarches. Si vous avez des questions, on s'en reparle tantôt avec plaisir. Au niveau du stress minoritaire, ça fait peur, là, mais ça ne fait pas peur. C'est un modèle que j'aime beaucoup.
C'est le modèle de Tesla, alias Tesla. J'arrête pas de me tromper. Donc, c'est l'inventeur de la voiture électrique. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est un groupe de chercheurs qui ont proposé un modèle pour venir expliquer. Ils se sont dit, mon Dieu, il y a donc bien de problèmes de santé mentale et physique chez les personnes trans non-binaires. Comment on peut expliquer ça? Ils sont partis d'autres travaux et ils ont proposé ce modèle-là. Donc, ils ont vu qu'il y avait des facteurs de stress externes qui pouvaient venir influencer la santé mentale et physique des personnes trans. Premièrement, il y a la discrimination, le fait, par exemple, de ne pas avoir un emploi d'été pour un jeune en lien avec son expression de genre. Il y a le rejet, par exemple, son frère qui lui adresse plus la parole depuis son coming out. La victimisation en lien avec l'identité de genre, tout ce qui est violence verbale, sexuelle, financière, psychologique, en lien avec l'identité de genre d'une personne. Et finalement, la non-acceptation, on appelle ça aussi la non-reconnaissance du genre. C'est quand que, par exemple, un proche, malgré des demandes du jeune, par exemple, d'utiliser le pronom « il », une personne refuse de le faire. Donc, on est vraiment dans la non-reconnaissance. Et c'est de plus en plus démontré que ça a un lien avec des enjeux de santé, de santé mentale chez les jeunes là, qui vivent ça. Et ça peut aussi créer des facteurs de stress interne. Donc, au même principe que l'homophobie qui est intériorisée, la transphobie intériorisée, ça se produit probablement pour une bonne partie d'entre nous, c'est surtout chez des personnes qui ont été exposées plus ou moins consciemment à des blagues, par exemple, transphobes, homophobes, tout au long de son parcours. Et finalement, ça peut retarder un coming out ou encore le fait de partager ses questionnements. On ne veut même pas en parler parce qu'on a tellement intégré que c'est honteux de peut-être être trans. Anticipation d'événements négatifs. Meilleur exemple pour des jeunes, mettons de secondaire 5. Pour la plupart d'entre vous, vous avez eu super hâte à votre balle définissante. Pour les personnes trans, pour certaines personnes, ça pourrait être tout le contraire, parce qu'on anticipe ce qu'on pourrait vivre en lien avec l'expression de notre genre. Dissimulation, pensez à un caméléon qui va changer de couleur en changeant d'environnement dans le but de se protéger des dangers. Même principe pour un jeune trans non-binaire qui pourrait s'exprimer son genre d'une certaine façon à l'école, d'une autre façon dans sa famille nucléaire et d'une autre façon dans sa famille élargie. Ce jeune-là, c'est une très bonne stratégie parce qu'en effet, ça peut éviter des expériences de discrimination. Par contre, à long terme, le fait de ne pas vivre dans son authenticité de genre, c'est lié à des enjeux de santé mentale. Et là, le positif, il y a aussi des facteurs de résilience. Ces chercheurs-là ont vraiment démontré que le fait de se sentir connecté à d'autres personnes semblables à nous, ça nous protège des impacts négatifs du stress minoritaire dans notre santé. Puis même chose du fait de développer sa fierté, malgré tout, dans le fond, de finir par être fier de qui on est, incluant son identité de genre. Et là, nous, on a exploré, en effet, je suis tellement fière des animations, donc on a exploré dans une recherche qu'effectivement, on est allé juste voir la discrimination, à quel point c'est lié à des symptômes dépressifs, et c'était très significatif. On n'est pas dans de la causalité, on ne peut pas confirmer ça, mais plus les jeunes rapportaient de la discrimination en lien avec leur genre, plus ces jeunes-là étaient déprimés, et c'était significatif. Et il y avait des jeunes encore plus vulnérables. C'était parmi tous les jeunes LGBTQ+, qu'on a interrogés, c'était des jeunes de 14-19 ans. C'était les jeunes trans et non-binaires qui étaient encore plus vulnérables que les autres. Les plus jeunes en âge, donc par exemple les 14 ans versus les 18, et les jeunes qui étaient également autochtones. Là c'est vrai. Là, on y va dans le positif. Désolée, ça portait vraiment à confusion. Donc, on a voulu voir à quel point la solidarité communautaire puis la fierté, ça pouvait être lié aux symptômes anxieux et dépressifs. Et chez les jeunes, ça ne sortait pas. Ce que les chercheurs proposent pour solidarité communautaire et fierté, ce n'était pas ce qui était le plus fort comme facteur de protection potentielle, du moins chez nos jeunes qu'on a interrogés. Et étonnamment, c'était ces trois éléments-là qui ressortaient devant ces facteurs de résilience-là. Donc, le fait d'être satisfait de son apparence, le fait d'être satisfait de ses relations familiales et le fait d'être satisfait de ses relations amicales. Donc, d'après vous, essayez de réfléchir lequel était le plus fort. Et je vous réponds,
C'était au niveau de la fierté par rapport à l'apparence, la satisfaction par rapport à son apparence, devant même les amis, devant même la famille. Donc ça, c'est quelque chose que je vais revenir très bientôt. Bien, de ce pas, là, parce qu'on est déjà là. Donc, recommandations cliniques. On facilite l'accès aux démarches de transition, incluant les démarches d'exploration chez les jeunes, en lien avec ce que je vous ai vu pour l'apparence, si c'est désiré, évidemment. Et on adopte une perspective qui est systémique autant que possible, parce que ça peut même créer un effet pervers de demander à un jeune d'être résilient. Sois résilient, tu vas y arriver, mais finalement, il arrive à la maison, son frère le traite de l'insulte en lien avec son identité de genre, son parent ne lui parle plus, mais sois résilient. Donc, ça peut créer des effets pervers. Donc, on essaie de s'assurer d'aller stimuler les facteurs de résilience, bien sûr, mais il faut aller calmer le pompon au stress minoritaire, là. Sinon ça ne fonctionne pas. Assurer des ressources de soutien à différents moments du parcours, pas juste lors du coming out. C'est démontré, le coming out, ça apaise plein de symptômes désagréables, mais ça rend la personne plus visible, ça la rend plus sujette à être discriminée. Donc, il ne faut pas lâcher cette personne-là, si elle le désire. Tenir compte de caractéristiques potentiellement fragilisantes supplémentaires, par exemple les plus jeunes, identité de genre et culturelle, le fait d'être non hétérosexuel en plus d'être trans, ou encore le fait d'être non-binaire. Des fois, c'est plus compliqué que d'être transbinaire. Et contribuer activement à contrer la discrimination. On a beau travailler sur la résilience, mais si au final, on est exposé à de la discrimination, c'est quand même difficile d'avancer. Donc, je ne sais pas, j'en suis où dans le temps, à quel point je vais vite pour rien. Je suis pour vrai, mon Dieu, je vous ai brassé. Je suis vraiment désolée, j'étais vraiment en feu. Ah, OK. Donc, mais je suis rouillée, là, je reviens de 10 mois à donner du lait, puis voilà. Ouais. Donc, je me suis amusée à remettre ça dans une perspective écosystémique. C'est tellement important parce que, oui, il faut se concentrer sur le jeune. Pour les personnes psychoéducatrices dans la salle ou formant en psychoéducation, le fameux PAD, le potentiel adaptatif, de quoi ça a l'air, ce jeune-là? À quel point ce jeune-là est satisfait par rapport à son apparence actuellement? Y a-t-il des choses à faire là-dessus? Est-ce qu'on peut l'outiller? Il y a plein d'outils pour modifier l'apparence sans tomber dans des procédures médicales. Y a-t-il des intersectionnalités? L'estime de soi, comment ça se passe? Au niveau du microsystème, comment ça se passe? Famille, amis, école, tous les environnements quotidiens et immédiats du jeune. Comme je vous dis, on a beau travailler son estime de soi, mais si à chaque fois qu'il va travailler, son patron n'utilise pas le bon pronom, ça se peut que le jeune-là lâche finalement son travail. Ou même chose pour l'école, si des enjeux se passent à l'école. Au niveau exosystème, les réseaux secondaires, est-ce que ce jeune-là a accès à des ressources de soutien au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique? Puis s'il a accès, est-ce qu'il vit des stresseurs dans ces milieux-là? Parce qu'il y en a, il peut en avoir. Moi-même, comme femme cisgenre, juste d'aller accoucher à l'hôpital, j'ai vécu certains stresseurs. Donc, imaginez quand quelqu'un, en plus, est racisé ou est trans non-binaire. Est-ce qu'il a accès à des soins d'affirmation de genre si c'est son désir? Est-ce que son milieu de travail, c'est sécuritaire? Sa ville, comment ça se passe? Et ça, il ne faut pas l'oublier, surtout en ce moment. Au niveau macro-systémique, il se passe des choses au niveau des enjeux identitaires de genre. Et ça, ce n'est pas à négliger. Donc, les lois, est-ce que les bottines suivent les babines, comme on dirait? Est-ce que le jeune est exposé à des médias de masse ou encore des médias sociaux où il y a du contenu transphobe de façon régulière, par exemple, du contenu homophobe? Et surtout, je vous mets ici une petite étoile avec mon animation incroyable, ma foi, qui vous rappelle de voir le jeune en termes de parcours de vie. Donc, le jeune, oui, il y a le coming out. Il y a aussi le avant, il se passe des choses dans les questionnements. Ça, je vous le dis, là. Le coming out en tant que soi, mais après, tout au long des démarches. Puis un coup que la transition se passe, il se passe plein de choses dans les différentes sphères. Il y a des changements dans les réseaux, etc. Donc, je vous encourage à voir ça de cette façon-là. Et merci pour ces échanges. Et je vous invite à aller voir, ce n'est pas toutes des choses en anglais, il y a des outils quand même en français qui pourraient vous intéresser par rapport au milieu scolaire, par exemple. Merci beaucoup.
Donc, bonjour encore. Je m'appelle Alexa Martin-Story et aujourd'hui, je vais parler un peu à propos des mécanismes d'épanouissement chez les jeunes issus des minorités sexuelles. Quel est le rôle des éducatrices et les professionnels? Donc, je vais beaucoup parler à propos du milieu scolaire. Spécifiquement, je sais qu'évidemment, il y a les gens ici du milieu scolaire, il y a les gens des autres milieux, mais peut-être il y aurait des choses qui seraient utiles pour vous aussi, désolée. OK, donc, juste pour donner une petite idée d'où on va aujourd'hui, comme Julie Christine a fait, je vais faire une petite introduction à l'idée de qu'est-ce que c'est, à qui est-ce que je parle lorsque je parle à propos des minorités sexuelles. Ensuite, je vais aborder des concepts clés en lien avec l'épanouissement. Ça, c'est pas un mot qui est facile pour moi, donc je suis désolée pour ça, tout le monde. Je comprends bien que me voir avoir des difficultés. En tout cas, ça va aller, je pense. Et puis, je vais présenter quelques conclusions. Donc, ça nous va? Oui. Excellent, merci beaucoup. Donc, qui sont les jeunes issus de minorités sexuelles? Donc, lorsqu'on parle à propos de les minorités sexuelles, on parle à propos de 3 grands groupes de jeunes. On parle à propos des jeunes qui rapportent une identité sexuelle autre qu'hétérosexuelle, donc bisexuelle, gay, lesbienne, queer, pansexuelle. Je vais parler un peu à propos des nuances dans ces identités dans quelques instants. Mais dans la recherche, et surtout lorsqu'on parle à propos des populations adolescentes, on parle aussi des jeunes qui rapportent une attirance romantique ou sexuelle envers les personnes du même sexe ou du même genre. Et ça, c'est important parce que bien que c'est le processus de le développement de l'identité sexuelle, c'est quelque chose c'est quelque chose qui s'observe au cours de la vie. Pendant l'adolescence, c'est où beaucoup de ce travail se fait, parce que lorsqu'on parle à propos de l'adolescence, c'est une période développementale où les gens travaillent beaucoup leur identité et aussi commencent à développer des sentiments d'attirance romantique et sexuelle envers les autres personnes. Donc, et fréquemment, une des choses qu'on note, c'est que lorsqu'on regarde les populations adolescentes, il y a beaucoup de jeunes qui vont rapporter des attirances avant qu'ils rapportent des identités sexuelles. Donc, fréquemment, lorsqu'on parle avec des adolescents à propos de leur identité sexuelle, ils vont dire qu'ils sont hétérosexuels, mais ils commencent à avoir des questionnements au niveau de leurs attirances. Finalement, on va aussi inclure les jeunes qui rapportent ou avoir des comportements sexuels ou romantiques avec les personnes du même sexe ou du même genre. Et ça, bien sûr, on parle surtout à propos des relations consensuelles dans ce cas-ci. Et ça, c'est aussi important parce que bien qu'il y a les personnes qui vont commencer leur exploration de leur identité avec leurs attirances, il va aussi y avoir beaucoup de jeunes qui vont commencer avec une exploration au niveau des comportements sexuels. Donc, et une des choses, j'aime toujours montrer cette figure. Les données sont un peu vieux, mais ça vient d'une ancienne, pas tellement ancienne, une étude montréalaise où ils ont demandé les jeunes à propos de est-ce qu'ils s'identifiaient comme minorité sexuelle, est-ce qu'ils rapportaient des attirances vers des gens du même genre ou même sexe, et est-ce qu'ils rapportaient des comportements romantiques ou sexuels envers les gens du même genre ou même sexe. Et comme on peut voir ici, le chevauchement entre ces 3 catégories, c'est pas tellement grand chez les ados. Donc, évidemment, les ados dans ces catégories sont un peu partout. Et lorsqu'on est dans ce domaine, on n'a pas une tendance d'être comme, qui est vraiment une minorité sexuelle. Chacune de ces catégories est sous notre grand parapluie lorsqu'on parle à propos de la minorité sexuelle. Et on ne doit pas être consistant entre notre identité et nos attirances et nos comportements pour avoir pour tomber au-dessus de ce parapluie. Donc, lorsqu'on parle à propos des identités sexuelles, lorsqu'on parle à propos des minorités sexuelles, fréquemment les chercheurs vont cibler les populations avec les identités minorités sexuelles. Et même si les autres groupes sont valides, sont importants, vivent des situations un peu différentes de leur père qui rapportent seulement des attirances ou des comportements sexuels avec des personnes de l'autre genre. On parle fréquemment à propos des jeunes issus avec des identités parce que lorsqu'on parle à propos de la provision des services et lorsqu'on parle à propos de soutenir les gens, c'est certainement plus facile de soutenir les gens qui
s'identifient comme faisant partie d'une communauté. Donc, fréquemment, nos recherches vont cibler les jeunes qui ont ces identités. Et comme moi, je suis une chercheuse quantitative, donc j'aime beaucoup quantifier les identités. Évidemment, il y a les changements au cours de ces identités, au cours de l'adolescence et au cours de toute la vie. Ça, c'est très normal et typique. Mais juste pour vous donner une petite cartographie de les identités qui arrivent fréquemment, on peut parler à propos des identités monosexuelles. Donc, ça, c'est les identités où les gens rapportent surtout les comportements sexuels et romantiques et les attirances vers les personnes d'un genre. Donc, par exemple, lorsqu'on parle à propos des identités monosexuelles et minorités sexuelles, ce seraient les identités gays et les identités lesbiennes. Les identités hétérosexuelles sont aussi une identité monosexuelle, mais pas une identité minorité sexuelle, parce que la majorité des gens rapportent ces identités. On peut aussi parler à propos des identités plurisexuelles. Donc, ça, c'est des identités où les gens rapportent l'attirance envers les gens d'au moins deux genres. Donc, classiquement, on considérait les bisexuels, mais une des choses qui est toujours très, très intéressant et très fascinant, c'est lorsqu'on travaille avec les jeunes issus de la minorité sexuelle, on voit une explosion des différentes identités qui sont rapportées par les jeunes. Donc, on voit les jeunes qui rapportent des identités queer, des identités pansexuelles, des identités omnisexuelles. Je pense qu'à chaque fois que je fais une collecte de données, j'apprends à propos d'un autre type d'identité sexuelle. Et c'est une des choses qui est vraiment intéressant et motivant à propos de ce type de travail parce que c'est vraiment un domaine où les jeunes font une exploration et cette exploration lui-même, je pense, montre un bon niveau d'épanouissement. Désolée pour ces mots. Fréquemment, on va aussi considérer les personnes sur le spectre asexuées comme étant des minorités sexuelles. Une des choses que je vais souligner ici, donc les personnes sur le spectre asexué sont les personnes qui ne rapportent ou pas des attirances romantiques ou pas des attirances sexuelles ou les deux. Et c'est vraiment un continuum. Donc, on peut parler à propos des personnes démisexuelles, par exemple, qui rapportent seulement avoir des attirances sexuelles avec des personnes où il y a les forts liens d'intimité. Il y a aussi des personnes asexuées qui ne rapportent pas nécessairement des attirances sexuelles. Et typiquement, on inclut cette groupe de personnes au-dessus de l'idée de l'identité, les minorités sexuelles. Mais pour être très honnête avec vous, on fait très peu de recherches sur ces jeunes-là. Donc, comme c'est un grand groupe de jeunes, on sait de plus en plus qu'il y a les gens qui prennent ces identités-là. Mais malheureusement, lorsque je parle à propos de la recherche aujourd'hui, on doit garder en tête que très peu de cette recherche a été faite avec ces jeunes-là et on sait très peu à propos des enjeux spécifiques que ces jeunes vivent dans les contextes scolaires. Finalement, on peut aussi parler à propos des identités culturelles spécifiques. Donc, par exemple, l'exemple que j'utilise toujours, c'est qu'à Québec, on utilise le terme allosexuel, qui est un terme qui est spécifique à Québec, qui est associé avec une attirance vers un numéro d'autre genre. Aussi, on peut parler à propos, l'autre qui se voit très fréquemment, c'est les identités bispirituelles, qui sont associées qui sont les identités minorités sexuelles, associées avec l'appartenance à des différentes cultures autochtones. Mais ça, c'est juste deux exemples. Lorsqu'on fait le survol du monde, on peut voir la complexité avec laquelle les gens construisent les identités sexuelles. Donc, une des choses qu'on observe, c'est que fréquemment les gens me demandent, mais combien de personnes sont issues d'une minorité sexuelle? Et idéalement, j'aurais une réponse très claire pour eux, mais fréquemment ma réponse est ça dépend. Ça dépend de l'âge, ça dépend de le contexte, ça dépend de comment nous avons demandé la question, ça dépend de l'ouverture des jeunes. Mais typiquement, une des choses qu'on observe, c'est qu'au sein des échantillons canadiens, on voit à peu près 1 à 2% des jeunes qui s'identifient comme gays ou lesbiennes, 1 à 11% qui s'identifient comme bisexuels, un pourcentage similaire qui s'identifie comme principalement hétérosexuels, et puis 6% qui vont rapporter d'être hétérosexuels. Donc, on voit que ça prend des numéros exacts, et je vous jure que le plus récent que les données qu'on se trouve, le plus grand ce numéro serait. Donc, maintenant, on est arrivé à les concepts clés. Donc, quels sont les mécanismes
d'épanouissement chez les jeunes issus des minorités sexuelles. Donc, un peu comme était souligné par Julie-Christine, et je remercie Julie-Christine pour avoir présenté le modèle minorité stress pour que je ne devrais pas le faire, parce que c'est un modèle très similaire entre ces deux populations. On sait que les jeunes issus des minorités sexuelles sont à risque pour plus de problèmes de santé mentale comparés à leurs pairs. Et ça, même les résultats très récents soulignent cet enjeu. Par contre, et ça c'est aussi très important de souligner, la majorité des jeunes issus des minorités sexuelles n'ont pas des troubles de santé mentale graves. Donc, et on sait que même certains groupes de minorités sexuelles surpassent systématiquement leurs pairs hétérosexuels, par exemple dans les résultats scolaires. Donc, on sait que même si on pense à propos de cette population comme étant une population vulnérable, il y a une grande variabilité et il y a beaucoup de jeunes qui ne vivent pas une réalité très sombre. Donc, on veut parler un peu à propos de quels facteurs favorisent ces résiliences. Une des choses qui est très, très claire, c'est l'importance des adultes respectueux et qualifiés dans leur environnement. Il y a beaucoup de recherches qui indiquent qu'avoir même un adulte que le jeune respecte et à qui le jeune a confiance est associé avec une meilleure réussite au niveau de la santé mentale dans les adolescents issus de la minorité sexuelle. Donc, ce n'est pas même que tous les enseignants ou tous les intervenants doivent être bien formés de cette façon, comme vraiment juste une peut faire une différence on est capable d'identifier statistiquement. Et aussi, lorsqu'on trouve au niveau de l'école, avoir des enseignants qui ont reçu de l'entraînement au niveau des enjeux associés avec l'identité sexuelle est associé avec des niveaux de violence significativement inférieurs à l'école. Donc, ça nous montre qu'à ces entraînements, on peut voir l'impact qu'ils ont à un niveau scolaire. On peut aussi parler à propos de l'importance d'un curriculum inclusif des enjeux LGBTQ+. Donc, ça inclut les approches inclusives dans l'éducation sexuelle, les approches biologiques qui mettent en avant la mixité, qui explique la diversité des genres d'une façon qui est plus inclusive, discuter les différents types de familles, comprendre les diversités sexuelles et de genre chez différentes figures littéraires et historiques. Tout ça, ça comprend un curriculum inclusif et tout ça est associé avec des meilleures santé mentale auprès de ces jeunes. Une des idées qui est un peu comme comment est-ce qu'on vend ces types de curriculum lorsqu'on est dans un contexte scolaire, et GLSEN, qui est une organisation qui promeut la santé mentale des jeunes issus des minorités sexuelles et de genre, parle beaucoup à propos de l'approche fenêtre et miroir. Fenêtre, c'est un peu comme qu'est-ce que cette approche donne à les étudiants hétérosexuels et cisgenres, et il parle à propos de comment cette perspective offre une perspective inclusive de l'histoire, donne une meilleure compréhension à ces étudiants, à les populations LGBTQ+, encourage les jeunes de remettre en question les stéréotypes et promouvoir l'acceptation. Mais aussi, cette approche a des avantages pour les jeunes issus des minorités sexuelles. Par exemple, la validation de l'existence et de l'expérience, renforcer la valeur de soi et l'estime de soi, et offrir de l'espace à leur voix. On peut aussi parler à propos de l'importance des alliances queer-hétéro. Donc, ça, c'est les clubs qui sont généralement formés par les jeunes eux-mêmes, où ils peuvent advoquer pour les enjeux qui sont importants pour eux. Ils sont associés avec des meilleures santé mentale auprès des jeunes et fréquemment nécessitent le soutien d'un adulte, surtout pour encourager la continuité d'une année à une autre. Finalement, et je pense que ça c'est probablement la chose la plus importante de souligner, c'est l'importance de parler à propos de la lutte contre l'intimidation à caractère homophobe. Et au niveau de comment est-ce qu'on s'adresse dans un contexte scolaire, évidemment, je pense que les résultats de Julie-Christine ont très bien illustré ça. On voit la même chose lorsqu'on parle à propos des populations issues de minorités sexuelles. C'est d'avoir une approche rigoureuse et rapide envers cette discrimination. Ce qui est suggéré par GLSEN comme approche, c'est d'aborder les comportements tout de suite, nommer le comportement comme l'homophobie ou la transphobie, utiliser le moment propice à l'apprentissage, soutenir l'étudiant ciblé et responsabiliser l'élève.
Et finalement, on peut aussi parler à propos de l'importance de le soutien familial. Donc, évidemment, le soutien familial est aussi beaucoup associé avec le réussite auprès de ces jeunes-là. Et lorsqu'on peut parler à propos de le rôle le professionnel a un rôle important au niveau de soutenir cette communication. Donc, au niveau des conclusions, les jeunes issus de la minorité sexuelle passent beaucoup de temps à l'école et font face à beaucoup de défis en milieu scolaire. L'intimidation, les programmes non inclusifs et la discrimination. Par contre, les écoles et les intervenants constituent un excellent contexte pour soutenir les jeunes minorités sexuelles au niveau des adultes de soutien, des programmes inclusifs et les opportunités de plaidoyer et de soutien. Donc, pour renforcer un environnement positif pour ces jeunes, on sait que les éducateurs et les professionnels jouent un rôle qui est essentiel. Donc, ça, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et voici mes références. Et aussi, j'ai quelques ressources, quelques-uns en français et quelques-uns en anglais, en lien avec mon présentation aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Pour ceux qui ne m'ont pas vu peut-être dans la présentation d'hier, je me présente, je m'appelle Stéphanie Boutin. Ancienne psychoéducatrice, maintenant devenue professeure à l'université, donc je suis au département de psychologie de l'UQAM. Je suis super contente d'être ici pour vous présenter sur le slut-shaming. Merci d'être là, le dernier colloque de la journée. Puis merci Alexa d'avoir organisé ce symposium-là. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du slut-shaming, qui est un phénomène qui est relativement nouveau sur le plan de la recherche. On comprendra que ce n'est pas nouveau dans la vie, vous allez voir quand je vais vous expliquer. Ça se peut que vous vous demandiez, mais c'est quoi le rapport entre le slut-shaming puis les populations trans et issues des minorités sexuelles? Le lien, en fait, c'est cette idée-là de stigmatisation qui est fondée sur le genre. Qu'est-ce que la stigmatisation fondée sur le genre? C'est qu'en fait, on va valoriser ou dévaloriser une personne en fonction de la manière à laquelle elle va correspondre aux normes sociales qui sont comme prescrites. Okay? Autant de la façon que cette personne-là va s'exprimer dans son genre, autant dans la façon qu'elle va adopter certains rôles dans la société. Autant aussi dans la façon où elle va être attirée vers un partenaire amoureux, par exemple. Okay? Donc, plus une personne s'éloigne des normes prescrites, plus cette personne-là se met à risque, malheureusement, d'être stigmatisée ou d'être discriminée. Et le contraire est également vrai. Donc, malgré qu'on connaisse quand même pas mal plus de choses sur la transphobie puis l'homophobie, qui sont des formes de stigmatisation basées sur le genre, on en connaît quand même relativement beaucoup moins sur le slut-shaming. Comme je le disais, c'est un phénomène qu'on étudie depuis vraiment pas si longtemps, mais vous allez le voir quand je vais vous décrire ce phénomène-là, c'est quelque chose qui existe probablement depuis de très, très nombreuses années. C'est juste qu'on est un petit peu moins tolérant maintenant envers ces gestes-là. Donc, je ne passerai pas à côté de ce que c'est. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui connaît nécessairement ce que c'est le slut-shaming. Fait qu'on va définir ensemble un petit peu c'est quoi ce phénomène-là, qu'est-ce qu'on en connaît. Et là, ça va être très bref, là, j'ai juste 15 minutes. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Ensuite, on va regarder, en fait, les résultats d'une étude qualitative qu'on a effectuée, moi, Alexa et une collègue, Geneviève, ainsi que d'autres collègues, justement auprès d'intervenants, de parents et de jeunes adolescents, okay, pour avoir leur opinion par rapport au slut-shaming. Puis, j'ai quelques principales recommandations là, en guise de conclusion. Donc, c'est quoi ça? Première question que vous vous posez, c'est peut-être, mais pourquoi qu'elle utilise un mot anglais dans un colloque français? Parce que la traduction, là, c'est « stigmatisation des femmes qualifiées de salopes ». Je trouve ça vraiment excessivement long comme terme. Puis là, faute d'avoir trouvé quelque chose de mieux, j'ai utilisé le terme là, du langage populaire qui est le slut-shaming aujourd'hui avec vous. Donc, c'est quoi? C'est que ça réfère à une sanction sociale que reçoivent les filles qui sont sexuellement plus actives que ce qui est considéré comme étant normal. Ça, il faut comprendre que c'est autant de façon perçue que de façon réelle. OK? Fait que perçu, là, ça peut partir d'une rumeur, par exemple. Chez les ados, c'est très, très véhiculé. Il y a également tout l'aspect de l'apparence qui rentre là-dedans. Donc, quelqu'un qui a une apparence qui est considérée comme étant trop sexuelle, trop sexualisée, trop sexy. Okay? Dans le grand concept du slut-shaming, on rentre aussi tout ce qui est comportement de blâme, du type « mais à quoi tu t'attendais? Tu étais habillé de même, tu as agi comme ça. » Fait que si cette personne-là a fait ça, ben, tu as comme un peu couru après. Ça fait partie du phénomène du slut-shaming. Parmi les informations que je souhaitais vous présenter, je trouvais ça essentiel qu'on aborde ensemble la raison, le pourquoi on pense actuellement que ça existe ça dans la vie, le slut-shaming.
Puis, l'une des explications qu'on a en équipe, nous, c'est de se dire qu'en fait, il y a des messages socio-culturels qui sont contradictoires, qui sont actuellement véhiculés. Puis moi, j'ai appelé ça la double impasse, OK? Qu'est-ce que c'est, ça, la double impasse? C'est que d'un côté, dans une population qui est majoritairement, si on veut, entre guillemets, hétérosexuelle, les filles et les femmes, on apprend très tôt qu'il faut avoir un certain potentiel d'attirance, c'est-à-dire qu'il faut être minimalement attirant. Okay? Bon, il y a tout qu'un volet là, par rapport à la sexualisation qui est bien démontré au travers les années où le corps de la femme a été sexualisé. Là. On pense juste à des publicités, par exemple. Je ne vais pas aller bien loin là-dessus, vous me voyez venir. Là. Donc, il y a tout ce volet-là où il faut quand même être attirant. Mais pas trop. Parce que là, sinon, c'est comme too much. On tombe donc dans la stigmatisation des filles, dans le slut-shaming que je viens de vous décrire. Dans cette idée-là de slut-shaming rentre également l'idée du double standard, parce que dans la société, il y a une vision, en fait, des activités sexuelles masculines qui sont plus positives que les activités sexuelles féminines. Donc, les gars, c'est bien cool, eux autres, ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles, mais les filles, pas trop quand même. Donc, c'est cette espèce-là de double impasse là, dans laquelle on se situe, qui place, en fait, les filles et les femmes dans une espèce de cercle assez circonscrit de possibilités entre être trop sexy ou pas assez sexy. Dans les deux cas, dans les deux pôles, en fait, ce qui arrive, c'est que les filles et les femmes violent certains postulats. Donc, quand on est trop attirante, trop sexy, on viole certains postulats qui sont associés à la pureté, à l'innocence, OK? Parce que le genre féminin, c'est un peu ce qu'on y associe. De l'autre côté, par contre, les filles et les femmes viennent violer un peu cette idée-là du postulat que les filles et les femmes doivent être attirantes pour les hommes. Fait que, bref, il faut se situer dans un cercle très, très circonscrit parce que sinon, on se met quand même à risque de subir certaines sanctions sur le plan social, notamment celle du slut-shaming que je vais aborder avec vous. Donc, maintenant, je vais vous illustrer un petit peu les résultats très, très sommaires, on va se le dire. J'ai fait une sélection, en fait, on a fait des entrevues qualitatives avec, comme je le mentionnais, plusieurs participants que je vais vous décrire là, tout de suite après. Mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, j'ai vraiment sélectionné là, certaines questions qu'on a posées. Ça ne couvre vraiment pas l'ensemble de ce qui a été fait avec ces personnes-là. Brièvement, ce sont des entrevues qualitatives qu'on a faites avec les personnes et c'était issu d'un projet financé par les Actions concertées du Fonds de recherche Société et Culture, puis qui avait été chapeauté par le Secrétariat à la condition féminine ainsi que des ministères là, ici au Québec. Donc, côté un peu échantillon, simplement vous dire qu'on avait 6 préados, donc des filles âgées de 10 à 13 ans. On avait également 16 adolescentes âgées de 14 à 17 ans. On avait aussi des parents, donc 8 parents, 36 à 56 ans, grosso modo, et des intervenants, on en avait 5, âgés de 28 à 36 ans. Puis côté comme intervenants, il y avait 40 d'enseignants, 40 de psychologues scolaires et 20 de psychoèdes. OK? Fait que c'est vraiment un bref survol, mais ça vous donne une idée un petit peu à qui on a parlé. Dans le cadre des entrevues, comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait une sélection là, des questions, puis c'est bien important de comprendre que quand on débutait l'entrevue, on abordait d'abord la définition du slut-shaming, on échangeait avec les participants sur plusieurs exemples, pour qu'ils sachent de quoi qu'on parle quand même, là, fait que c'est important de savoir ça d'entrée de jeu. La première question que j'ai décidé de discuter avec vous, c'était la question de quelles informations on devrait donner, dans les milieux scolaires, par exemple, aux parents, peu importe, mais c'est quoi les informations qui vous manquent là, par rapport au slut-shaming? Puis ce qui sortait, c'est que tant pour les ados que les adultes, ils trouvaient ça super important de discuter de ce que j'ai appelé dans la présentation là, la double impasse ou le double standard. C'est ressorti dans leur vocabulaire. OK, ils ne l'appelaient pas de la même façon, mais ils le décrivaient avec leurs mots. Puis ça ressortait comme, hey, il faut parler de ça, il faut nommer ces choses-là. Ce sont des choses qui se passent dans la société, qu'on subit tous, mais dont on ne parle pas. Puis les adultes, on voyait quand même un certain clash générationnel. Les adultes se sentaient vraiment peu outillés pour parler de ces choses-là. Fait que ça a été beaucoup, beaucoup nommé. Ensuite, on a abordé la question aussi, ouais, mais ça tombe, mettons, dans la cour de qui, ça? Qui va parler du slut-shaming? Qui devrait intervenir par rapport à ça? Et là, c'était super intéressant. Premièrement, il y avait un certain consensus là, sur l'intervention. Pour l'intervention, tout le monde nous disait, bien, tu sais, ça devrait vraiment être plus les professionnels scolaires avec leur bagage en santé mentale qui abordent un peu ces questions-là. Les intervenants scolaires aussi.
Mais on voyait vraiment chez les jeunes filles qu'il n'y avait pas un désir de parler de ça ou d'entendre parler de ça de la part de leurs parents ou de la part des enseignants. Parce qu'il y avait tout un aspect de gêne associé à ça par rapport notamment aux parents, mais par rapport aux enseignants, c'était particulièrement intéressant ce qu'elle nous rapportait. C'est qu'ils trouvaient qu'il y avait un rapport trop proximal avec l'enseignant. Il avait peur que le regard de cette personne-là change après avoir discuté de slut-shaming. Et il y avait toute cette idée-là du code vestimentaire aussi qui a été rappelée à de nombreuses reprises où elle se disait, bien là, il renforce un code vestimentaire, mais il faudrait parler de slut-shaming, je suis comme pas à l'aise. Donc, il y avait cette idée-là qui était ressortie. Maintenant, pour des gens, tu sais, pas pour l'intervention, mais de qui pourrait en parler, il y a des idées fort intéressantes qui sont ressorties, dont l'utilisation d'influenceurs. Parce que les ados nous rapportaient que des messages d'adultes, ça nous intéresse moyen, mais des messages d'influenceurs, tu sais, des gens qui sont reconnus puis qui auraient des messages positifs à livrer par rapport au slut-shaming, ça, ce serait vraiment intéressant. Même des parents nous ont parlé de ça. Et cette idée-là qu'un homme parle de ça était également souvent soulevée. Je vous ai ici sorti un petit verbatim, en fait, d'une de nos ados. Vous allez reconnaître avec l'utilisation des mots « comme » que c'était vraiment une ado qui nous a dit ça. Mais je trouvais ça super amusant. Elle nous dit, je pense juste que comme ça prend plus de gars qui parlent de ça, parce que les filles parlent toujours de ça, là, comme les gens ils arrêtent d'écouter parce qu'ils sont comme « Oh my God, les filles, ça se répète ». Mais c'était cette idée-là qui m'amusait de me dire « OK, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression de porter un peu ce fardeau-là. Je vais parler aussi en mon nom, là, comme femme, comme fille, comme femme, de porter ce fardeau, fait que, tu sais, d'en entendre parler par rapport à des hommes qui seraient conscientisés de ça, je pense que ça serait porteur. La question clé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on intervient maintenant? Autant adultes que jeunes aussi nous rapportent cette idée-là de faire certaines conférences. Surtout les adultes ont envie d'en entendre parler par des conférences avec des exemples concrets. Ils ont comme vraiment un désir de mieux comprendre. Ça, c'était beaucoup véhiculé chez les adultes. Chez les ados, beaucoup d'ateliers. Ils aimeraient ça comme avoir de l'espace pour discuter, pour parler de leur vécu, pour en entendre parler aussi, qu'il y ait des échanges. Ça avait vraiment beaucoup été soulevé, de la sensibilisation. Cette idée-là était ressortie là, vraiment. Donc, ils ont un intérêt certain pour en entendre parler. Ensuite, pour le volet d'intervention, il était soulevé qu'il était très, très important d'être à l'écoute, mais surtout sans préjugés. On va en reparler tantôt, mais il y a une énorme crainte d'être jugé par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir subi, par exemple, du slut-shaming. Fait que cette idée-là ressortait énormément, l'absence de préjugés de la personne qui allait s'en occuper. Il y a un intervenant ici qui nous dit il faut reconnaître que le problème existe, il faut le nommer, qu'il y a une personne ressource spécialement pour ça. Donc, peu importe comment tu t'habilles, comment ta vie sexuelle elle ressemble à quoi, peu importe, cette personne-là va t'accueillir sans jugement et être prête à t'écouter. Je trouvais que c'était un beau message que cette personne-là nous livrait. Le dernier aspect que je voulais soulever avec vous par rapport à l'intervention, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre d'ados, de filles, qui nous rapportaient qu'elles seraient plus à l'aise si ces ateliers-là étaient faits séparément, garçons et filles. Ce n'était pas le cas parce que dans les entrevues qualitatives, on parlait également d'intimidation de façon générale, parce que pour nous, le slut-shaming est une forme d'intimidation. Puis ça, bon, pour l'intimidation, on dirait que ça ne les dérangeait pas d'être gars et filles ensemble, mais elles le rapportaient parfois pour le slut-shaming. Je vous rapporte un des verbatims, là, justement, d'une ado par rapport à ça. Elle nous dit que, parce qu'il y a beaucoup de jugements entre les garçons et les filles, il y aurait des rires, tout ça. Bon, comme ils font dans certains ateliers, les garçons pourraient juger les filles, puis après, tu n'aurais comme pas la liberté de parler parce que tu as trop peur que les autres vont juger. Fait que ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. Et la dernière question sur laquelle je voulais aborder, en fait, avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi ils pensent que les victimes ne vont pas chercher d'aide. Parce que c'est une chose qui nous témoignait énormément que dans le cas de l'intimidation, les victimes y allaient chercher de l'aide. Mais dans le cas du slut-shaming, personne ne parle vraiment de ça. Personne ne va chercher de l'aide par rapport à ça, alors qu'on sait très bien, pour avoir mené une étude là-dessus, qu'elles vivent la détresse psychologique. Mais elles ne vont pas chercher de l'aide. Et là, c'était, encore une fois, un certain consensus, autant chez les adultes que chez les ados. Il y a un tabou par rapport à ça. Il y a vraiment une gêne, un malaise par rapport à ça. Il y a tout l'aspect sexuel qui vient rendre certaines personnes mal à l'aise. Donc, les victimes, elles nous le disent, elles sont gênées par rapport à ça, mais il y a aussi tout un autre volet qui, moi, je trouve qui est excessivement important à retenir. Les victimes, un peu comme des victimes parfois d'agressions sexuelles, vont être honteuses de ce qui s'est passé et elles vont se questionner à savoir si c'était mérité le comportement qu'elles ont subi. On ressentait quand même vraiment beaucoup moins d'empathie sociale là, pour les victimes de slut-shaming.
Les 2 derniers verbatims que je vous présente mettent justement cette idée-là en exposition. Le premier que je vais vous présenter en vert est celui d'une adolescente, okay, qui nous rapporte pourquoi les victimes iraient moins consulter. Et ensuite, on a le verbatim d'un parent. Donc, quand c'est de l'intimidation, j'ai l'impression que les gens vont plus essayer d'aider la personne versus quand c'est du slut-shaming. J'ai l'impression que les gens vont plus victimiser peut-être la personne qui a demandé de l'aide en lui disant « mais tu as juste à t'habiller d'une certaine façon, puis ça va s'arrêter ». D'un autre côté, un parent, évidemment, on est en entrevue individuelle, là, ces gens-là ne sont pas ensemble dans un même groupe, là. Mais le parent nous dit, il y a vraiment quelque chose qui est contrôlable, tu sais, dans le comportement, dans l'habillement, dans le maquillage. Un enfant qui est différent parce qu'il a une maladie mentale, il n'y peut rien, il est comme ça. Alors que dans le slut-shaming, il y a quand même quelque chose, un comportement qui peut être ajusté. D'expliquer aux jeunes filles que, tu sais, il y a des comportements qui sont associés à des trucs sexués. Dire, c'est bien dommage, mais si tu aimes ça, te maquiller jeune, ça envoie des signaux. T'aimes telle forme de vêtements, ça aussi, ça envoie des signaux. Fait que ce verbatim-là venait justement de confirmer à la première jeune fille qu'elle avait une certaine bonne intuition par rapport à la réponse qu'elle pourrait recevoir dans certains milieux. Puis moi, je trouvais ça marquant, ce verbatim-là. Donc, quoi retenir maintenant? C'est la dernière diapo que j'ai à vous présenter. Au travers de tous les verbatims, je me suis dit, bon, quels sont les messages clés avec lesquels je veux que vous repartiez? Il y a cette idée-là de la sensibilisation. Je pense que ça va être vraiment très important qu'on sensibilise nos milieux par rapport à ça. Je vous ai rapporté un petit peu les points qui étaient ressortis par rapport à la sensibilisation, comment on pourrait le faire. L'identification également d'une personne ressource, que les jeunes sachent que, bien, dans l'école, si vous avez des enjeux sur le plan de votre identité sexuelle, votre identité de genre, par rapport à ce que vous pourriez subir sur le plan du genre de la sexualité, bien, vous pouvez aller parler à cette personne-là. Elle est là, elle n'a aucun préjugé, elle est empathique, elle va vous accueillir. Puis c'est bien important de le clarifier, de le nommer, ça. Puis le troisième, bien, moi, ce serait de briser les tabous qui existent par rapport à ça. On est tous au courant que ça existe, mais on n'en parle pas. On est rendu en 2023, je pense qu'on est capable de se parler des vraies choses. Puis je pense que le mouvement MeToo a initié un changement sociétal qui est quand même important. Pourquoi ne pas en profiter pour aussi dire que ces comportements-là, on ne les accepte plus maintenant? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui.